Eh bien, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Blanche, bonjour Arthur, bonjour Simon. En attendant Rémi qui viendra nous rejoindre, bienvenue à tous dans cette chapelle des Italiens. C'est une rencontre foi et culture qui est l'association partenaire du Festival d'Avignon la plus ancienne depuis 1966 et qui est sous l'égide du diocèse d'Avignon. Eh bien, permet des rencontres avec des comédiens, avec des metteurs en scène, avec des artistes. Et il y avait la figure historique du père Chave, qui était ami de Jean Villard et qui avec lui avait lancé Foi et Culture. Et depuis, eh bien, d'un peu de génération en génération, eh bien, ou de décennie en décennie, c'est nous aujourd'hui qui sommes ici pour vivre cette heure avec vous et le public. Alors cette rencontre sera animée par le frère Thierry, qui est un frère de Paris, producteur du Jour du Seigneur, le CFRT, la messe télévisée. Et le frère Charles, donc, qui est dominicain, mais dans le couvent Le Corbusier, près de Lyon, à la Tourette, et qui est architecte du patrimoine. Nous Alors allons nous, avoir 35-40 minutes de questions, et puis avec donc nos trois invités, plus bientôt la présence réelle de Rémi à nos côtés, et puis ensuite vous aurez, comme d'habitude, la parole pour interroger nos artistes. alors nous allons présenter la troupe, je te laisse, frère Oui, Thierry. alors, c'est une nouvelle génération que nous accueillons aujourd'hui, vous voyez, puisque quand le mur de Berlin est tombé, ils n'étaient pratiquement pas nés. Donc ils sont vraiment beaucoup plus jeunes que ma génération. Ils sont presque de la génération de Charles. Et on est très heureux précisément eh bien, d'offrir la parole, de vous donner la parole et de nous dire un petit peu ce que eh bien, le théâtre met en place dans vos cœurs, dans votre imagination, dans votre tête, et pourquoi vous avez proposé ce spectacle au IN cette année. On aurait voulu commencer par Rémi, mais comme il va bientôt arriver, on va finir par Rémi. Et donc on commence par Blanche, donc Blanche Ripoche, qui est comédienne et metteuse en scène, qui s'est formée au Conservatoire de Rennes, puis à l'école du TNS. Et puis depuis sa sortie en 2016, elle joue dans des spectacles, notamment avec Thomas Joly, qu'on connaît bien ici, et d'autres. Et elle fonde la compagnie 52 Hertz en 2020 avec d'autres comédiennes. Elles écrivent ensemble. Et puis on a un spectacle, notamment depuis novembre 2022, Sirène. Alors Simon, qui a l'avantage, comme moi, d'être né en Bretagne, mais à Saint-Malo, ce qui est quand même pas mal non plus, et qui est à la fois acteur, metteur en scène, scénographe et plasticien, diplômé de l'École supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Bretagne. Il pilote artistiquement l'école parallèle imaginaire, un lieu nomade qui invente des expériences dans des théâtres de musées, dans l'espace public et pour des territoires. Donc cette notion de territoire, on voit bien que dans la nouvelle génération, on pense à Simon Falguière, par exemple, c'est quelque chose qui importe beaucoup. Arthur Amar, comédien formé à l'école de la Comédie de Saint-Étienne et qui a enrichi sa pratique du théâtre avec de la danse, de la musique et des choses plus étonnantes comme la tonte de mouton. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en savoir plus. Ces multiples collaborations lui permettent d'affiner sa pratique de l'écriture de plateau et puis l'écriture collective et d'improvisation. Bon, eh bien, on va quand même présenter Rémi, que voici. Vous voyez, c'est quand même formidable, hein. Voyez, ça, c'est le Deus ex machina, voilà. Donc, le dernier qu'on attendait, c'est Rémi, qui est aussi du Théâtre national de Strasbourg. Je ne sais pas si Fred Cacheux est dans la salle, mais il nous avait promis venir. Fred Cacheux, qui a été un de vos enseignants au Théâtre national de Strasbourg. On l'avait repéré, sa présence avec le frère Rémi qui animait la rencontre la semaine dernière, il y a quelques années dans le radeau de la Méduse de Thomas Joly comme spectacle de fin d'études, mais Blanche y était donc aussi. Et dans le off, ensuite, on s'était retrouvé avec Crocodile, un spectacle au Gilgamesh sur un adolescent migrant. Et c'est par Rémi, en fait, que cette rencontre a pu se mettre en place. Alors, cette pièce de théâtre, eh bien,
nous allons faire fort puisque ni vous, ni Charles et moi ne l'avons vue à Avignon, puisqu'elle commence après-demain. Nous avons eu malgré tout la chance, nous, de voir une captation de la pièce. Donc on ne va pas la spoiler en vous disant les tenants et les aboutissants, et surtout l'aboutissement de la pièce, mais plutôt vous donner goût et envie de découvrir et de voir quelles sont les thématiques qui viennent interroger, qui sont interrogées dans cette pièce. Alors, tout se passe dans un futur incertain où un rituel prend place et on va retrouver 3 acteurs sur scène qui cherchent à maintenir une mémoire lacunaire selon un rite qui a lieu régulièrement. La transmission orale de quelques fragments, 46 pour être précis, qui sont les seuls vestiges de notre 21e siècle qui déjà se fait vieux dans ce futur que vous nous évoquez, avec une question de fond qui traverse toute la pièce: de quoi garderons-nous mémoire ? Alors avec vous, nous vous proposons de réfléchir, avant de donner la parole au public, à 4 figures qui nous interpellent. La figure donc, du fragment, évidemment, la figure du rituel, puisque vous placez la pièce sous l'égide d'un rituel, la figure de la mémoire, et puis ensuite, quelle conception de l'homme on envisage à travers tout ce que vous nous proposez. Mais avant de commencer, revenons sur le titre donc, de cette pièce, Le Beau Monde, et votre parcours de création de cette pièce. D'où vient l'idée? Comment naît cette exploration, le processus d'écriture? Alors, qui commence pour parler? Le Beau Monde, c'est un titre qui est venu plutôt en cours de création. Il y avait un autre titre, un peu plus sombre à l'origine. Et en fait, on s'est rendu compte que avec cette création qu'on avait initiée, et en se posant, donc ça va rejoindre le rituel, le fragment, la mémoire, mais en fait, en se posant la question de quel fragment on veut se souvenir, on s'est rendu compte que, comme beaucoup de gens, je pense, il y avait beaucoup de choses belles dont on avait envie de se souvenir, et peut-être des choses qui n'étaient pas forcément nommées comme telles dans notre vie quotidienne, où parfois on vit avec l'idée qu'on est dans un moment assez accablant, etc. Et qu'il y avait en fait, ça n'empêche pas, mais il y avait aussi beaucoup de choses qu'on aimait. Et donc finalement on s'est dit en fait peut-être ce dont on tente de se souvenir, c'est notre beau monde, quoi. Enfin c'est le beau monde. Au début ça s'appelait Fragment du beau monde, voilà. Et donc le processus de création, simplement c'est moi qui ai plutôt proposé cette idée de base d'un rituel qui se reproduit tous les 60 ans et qui est constitué de fragments. Et l'idée c'était justement de faire confiance à ce collectif-là et de proposer à chacun de nous de proposer ce dont il avait envie de se souvenir en imaginant qu'un tel rituel existe, et du coup de travailler à écrire ensemble ces fragments. Et après on l'a vraiment écrit à 4, vraiment tout à fait à égalité, en discutant énormément sur chaque chose, sur les enjeux dramaturgiques de chaque moment, et en vraie collaboration, quoi. Voilà. Vous voulez compléter? Ah, si, Arthur. Non, aussi peut-être la différence entre nous 4 là, c'est que donc Blanche, Rémi et moi sommes comédiens sur ce spectacle, et Simon est plutôt regard extérieur et scénographe, ce qui sont des positions un peu différentes, mais finalement participant de la même chose, qui est la mise en scène et l'écriture du spectacle. Mais voilà, juste dire que qu'on a quand même dissocié ces places-là. Alors revenons sur cette notion de fragment. On se souvient tous un peu dans nos études de philosophie avec les présocratiques des fragments d'Héraclite. Et dans cette idée de fragment, c'est forcément le morceau brisé, l'éclat, le débris que l'on récupère. Et avec Héraclite, il y a cette idée toujours un peu du mouvement ou de que tout passe, le pantarei, quand en plus on fait du grec, et que c'est une exception, enfin une règle de grammaire qu'on a dans ce petit exemple de tout passe, et que alors même qu'il dit que tout passe, c'est ce qui va demeurer en fait. Voilà. Et alors donc cette notion de fragment et de débris, est-ce qu'il y a eu une rupture qui a fait que le beau monde s'est cassé? Est-ce que dans votre idée, il fallait que tout d'un coup il y ait une catastrophe qui arrive, une certaine violence? Est-ce que
le Toupaz d'Héraclite vous a un petit peu omnibulé, ou vous a porté, ou alors vous étiez ailleurs? Blanche. Je sais pas, j'ai l'impression que on a un peu imaginé, enfin le côté fragmentaire, il vient aussi de la mémoire qui se délite et que en fait on avait aussi pas envie de faire quelque chose d'exhaustif et pour raconter une forme d'universalité du XXIe siècle, mais partir aussi de nos individualités, et donc le côté fragmentaire permet de parler du XXIe siècle mais avec des petits bouts, et de se dire aussi qu'en fait on a imaginé que dans notre fiction que les rituels qui aurait été imaginé au XXIe siècle, était composé de 427 fragments et du coup formait peut-être un peu plus un tout. Et que nous, en fait, au moment où on le reproduit, la mémoire s'est perdue, les choses se sont un peu délitées et qu'aujourd'hui il en reste 46, et c'est ce moment-là, c'est ces 46 fragments qu'on incarne sur scène. Et donc je pense que le côté fragmentaire permet de parler du XXIe siècle, mais sous différents points de vue et des petites choses. Sans être exhaustif, disons. Voilà. Voilà. Après, dans le spectacle, dans le beau monde, il n'est pas question d'une catastrophe qui aurait produit du fragment à partir du coup de ce qui manque et de ce qui reste. Parce que, enfin, pour nous, s'il y a une catastrophe, c'est le temps. Et c'est une catastrophe qu'on vit tous chaque jour. C'est la perte de notre mémoire et notre finitude, et notre propre finitude, et le fait que après notre disparition, parce qu'on va tous mourir, il restera des petits bouts de nous sous des formes différentes. Et là, ce qu'on a voulu tenter, c'est de se dire, bah voilà, nous aujourd'hui, jeunes gens du XXIe siècle, qu'est-ce qu'on voudrait conserver de ce monde dans lequel on vit et qui produit en nous de la beauté ou de l'émotion. Et du coup, pour être très concret, parce que bon, on parle de ce rituel depuis tout à l'heure, mais donc c'est effectivement c'est une suite de fragments, mais chaque fragment est autour d'une pratique, d'un rituel, d'une chose qu'on voudrait sauver et qui est déjà pour nous est en train de disparaître. Donc pour être très concret, par exemple, il y a par exemple un fragment autour du slow. Et le slow, c'est une pratique qui est déjà en train de disparaître. Nous, on l'observe chez les nouvelles générations, en tout cas, que voilà, même si nous on l'a pratiqué, bon, il faut avouer que bon, c'est en voie de disparition. Il y a tout un fragment autour du baiser, par exemple. Et bon, c'est aussi un spectacle qui est né après la pandémie du Covid et un moment où vraiment le baiser était en train de disparaître. Et donc on s'est demandé, tiens, comment est-ce qu'on pourrait transmettre cette pratique, ce geste, à des gens qui ne le connaissent plus? Comment est-ce qu'on pourrait le décrire et comment est-ce qu'on pourrait le faire subsister à travers le temps, alors que potentiellement il est en train de disparaître, quoi. Et c'est très drôle, hein. Le baiser, c'est très drôle. Et de manière générale, c'est plutôt un spectacle très drôle. Oui, et on rit. Parce qu'on On regarde rit avec beaucoup. beaucoup de douceur, d'humour, de décalage. De décalage, du coup, parce qu'on se place dans un futur lointain. On regarde avec beaucoup de douceur ce monde qui nous constitue et qu'on constitue malgré nous, et toutes ces pratiques qu'on fabrique. On regarde avec un œil un peu neuf et un regard un peu d'anthropologue, en fait, tous ces rituels qui nous constituent, quoi. Fragments qui ont l'air a priori un peu en vrac, c'est-à-dire qui touchent à toutes les parcelles de notre vie, des choses les plus intimes aux choses les plus collectives, du son, de l'image, de l'oralité, etc., qui peuvent être un peu parfois on a l'impression les cailloux dans la chaussure, quoi. C'est un peu le scrupule, le scrupulum là, qui peut gêner, le petit caillou pointu qui dans la chaussure va venir poser problème. Ils peuvent être durs, ces fragments, en même temps ils peuvent être, et on a l'impression, parce qu'on en a perdu déjà beaucoup, puisqu'on est passé de combien, 427 à 47 ou 46 en quelques années, donc on sent qu'il y a une perte de ce 21e siècle au fur et à mesure que le temps avance. Mais ils peuvent être aussi de l'ordre de la fragilité, ces fragments, un peu comme les morceaux de pain qu'on laisserait sur un sentier et qui seraient picorés par les oiseaux. Comment ce statut du fragment, il est pour vous est-ce qu'il est dur ou est-ce qu'il est, alors on parle du beau monde, mais est-ce qu'il est dur, est-ce qu'il est éphémère, est-ce que
Moi, je pense qu'aussi la forme fragmentée et non accomplie, elle est importante pour laisser de la place au public, enfin aux spectateurs RIS qui viennent voir. Parce que je pense que si on était vraiment en face du premier rituel qui avait ces 427 fragments parfaitement accomplis, ce serait peut-être d'un ennui mortel où on rejoue exactement tout ce qu'on connaît nous. Alors peut-être ce serait super aussi, d'ailleurs pourquoi pas. Mais en fait, je pense que ce qui est intéressant, ce qui rend le spectacle peut-être un peu touchant, c'est de voir tout ce qui a été perdu, tout ce qui est fêlé, et tout ce que, en regard, les spectateurs voient qui est absent, tout ce qui est absent, tout ce qu'on lit entre les lignes, entre nos fragments, comment on reconstitue à partir de nos fragments un puzzle, un monde. Ouais, je pense que c'est aussi beaucoup ça ça permet un chemin aux spectateurs. Parce que comme vous l'avez dit, il y a énormément de fragments différents. Ça fait vraiment une fresque qui dépeint beaucoup de choses de notre monde. Et il y a beaucoup de fragments qui se répondent les uns les autres. Et du coup, je pense que chaque parcours de spectateur est vraiment très différent dans ce spectacle. Et même, je pense qu'on pourrait revenir le voir plusieurs fois en se disant tiens, mais ça fait écho à ça, à ça, à ça. Et chacun a sa propre vie aussi. Juste pour parler de la nostalgie, enfin en tout cas de ce que chaque fragment émet comme émotion. Enfin, il y a vraiment aussi dans ce panel-là plein d'émotions différentes qui sont traversées. Et la question à chaque fois pour chaque fragment ou chaque notion qu'on avait envie de transmettre, en tout cas d'essayer de garder un petit fragment, on s'est posé la question de quelle forme ça peut prendre. Donc ça prend plein de formes différentes. Parfois c'est du récit, parfois c'est physiquement, on essaye de reconvoquer ces choses-là. C'est très différent. Et il y a des choses ou des notions qui sont aussi... Enfin, il y a de la nostalgie dedans parce qu'on sent la réalité de la perte. Il y a des choses aussi qui sont du coup très drôles parce qu'en fait c'est absurde, ou en tout cas on pose un regard tout d'un coup sur nos pratiques qui sont avec le décalage en fait drôle, parce que, et il y a quelque chose d'un peu touchant aussi en se disant on est quand même rigolo les petits humains à faire ensemble des rituels ou des choses qui nous relient en fait et qui sont du coup des petites choses du quotidien qui tout d'un coup sont mises en lumière. Donc j'ai l'impression qu'on est un peu traversé par plein d'émotions différentes à travers ça, et c'est d'ailleurs l'émotion aussi qui est un peu notre fil conducteur. Justement d'imaginer que si ça se trouve aussi les émotions en elles-mêmes peuvent être perdues, et donc finalement ce rituel de mémoire qui est transmis permet de les récupérer petit à petit, et que on voit 3 personnes qui font ce chemin-là et qui petit à petit, parce que physiquement les rééprouvent, il y a des choses qui renaissent. Alors d'ailleurs sur ce rituel, à un moment donné, vous allez voir, nous on s'est sentis tout à fait concernés. Concernant le théâtre, vous dites, on s'assemble pour s'endormir ensemble en écoutant des histoires. Nous on s'est dit, mais c'est ce qui se vit à la messe, quoi. Il n'y a pas grande différence. Et donc sur cette forme du rituel, qui fait évidemment référence à la tradition, et c'est tradere, donc en latin c'est à la fois transmettre. La véritable tradition, elle est dans la transmission qui s'adapte aussi aux personnes et au contexte qui advient. Elle ne se fait qu'oralement. Les fragments que vous avez se sont faits comme un petit peu les évangiles dans les premières générations, uniquement oralement. Et puis tout d'un coup, on a eu besoin de fixer les choses, comme à travers votre spectacle, vous fixez aussi un petit peu les choses. Donc cet intérêt du rite pour la forme de votre création, c'est anthropologiquement aussi très fort, comme vous le disiez, avec un petit regard de scénographe anthropologue. Vous avez été creusé des thèmes là-dessus, ça s'est imposé à vous assez naturellement, et on aime aussi à dire que la religion, précisément en latin, c'est religare, c'est ce qui relie, et que ce rituel, quelle que soit la transcendance qu'on met, nous permet d'être ensemble, quoi. Et c'est une certaine forme de théâtre. Peut-être cette idée de rituel, elle a peut-être 2 sources principales. La première, ça s'inspire d'une autre religion en fait. C'est un peu un secret de création, mais j'avais vu un film qui s'appelle Sigisynthèse de Jean Rouch, et qui documente un rituel qui se reproduit exactement tous les 60 ans, donc sur une sorte de mémoire très longue.
et uniquement par mémoire orale. Et donc il y a cette espèce de transmission de génération en génération. Et le film est très beau parce qu'on voit vraiment les questions au présent qui sont posées par les gens qui vont faire le rituel. Et les plus âgés sont donc les vieillards qui étaient enfants lors du précédent rituel et qui ont gardé une sorte de mémoire, un peu magiquement comme ça. Et c'est assez beau et ça confronte vraiment à l'humanité face au temps long, quoi. Et peut-être l'autre raison pour laquelle on est venu à ce mot de rituel, ou à cette forme ritualisée, c'est de se dire... on ne sait pas ce qui va advenir de notre temps, quoi. Et c'est vrai que, par exemple, le numérique, on se rend compte que c'est bête, mais ça se conserve extrêmement mal, la mémoire numérique, en fait, sur le temps long. Et peut-être que, paradoxalement, et contrairement à ce que on a appris à croire, nous, notre société, peut-être qu'on pourrait rêver à ce que la mémoire la plus fiable, et celle qui dure le plus, ce soit la mémoire orale, ce soit cette dimension où en fait on se transmet des histoires de génération en génération, et peut-être que c'est ça, à terme, si on veut garder un souvenir, ce serait peut-être à cette mémoire-là qu'il faudrait faire confiance, quoi. Donc il y avait un peu, voilà, c'était un peu ça l'idée du rituel, mais on a essayé aussi que ce soit un rituel qui garde une forme de légèreté. Ça a été une question assez active, même pendant toutes les répétitions et pendant les représentations. On essaye de jamais tomber dans une sorte de gravité ou de pesanteur ou de se prendre trop au sérieux ou d'être trop... voilà, de se dire qu'en fait, il y a toutes sortes de rituels et que c'est peut-être un rituel, comment dire, ouais, qui implique une forme de légèreté et de... Voilà, qui ne devient pas grave, quoi, qui est heureux, un rituel joyeux, voilà. Juste pour redire aussi, j'ai l'impression que le rituel, et comme on le pense et on le compose aussi, effectivement, enfin, c'est un peu ce que vous disiez, mais le fait qu'on fasse tous partie d'une même chose est important, en fait. Et après, le théâtre est une forme de rituel aussi, du coup, de par là, mais je pense au quatrième mur qui existe souvent, là, il est vraiment pas du tout présent, et en fait, on a besoin de les présences de chacun et chacune pour que ça puisse exister. Et en fait, la participation des gens qui regardent, enfin, particulièrement dans là, ce qu'on fabrique, est important, puisqu'en fait, c'est les gens qui vont pouvoir retransmettre derrière. Donc, en fait, leur présence fait exister quelque chose, et il faut que ça fasse corps, en fait, ensemble, ceux qui sont dedans et ceux qui regardent. Oui, la responsabilité finalement des spectateurs devient complète, puisque voilà, il faudra retranscrire dans 60 ans ce qui s'est dit ce matin et que peut-être et que la vidéo, que tous les autres médias d'une certaine manière ne sont plus ceux de la transmission, enfin, ni même le livre, puisque ces 46 fragments, enfin, c'est pas justement ceux d'Héraclite qu'on retrouverait sur des tessons ou qu'on garde par des transmissions multiples, mais il faut se saisir, retenir, mémoriser ce qui, d'une certaine manière, est donné, avec une sorte, alors pour le coup, d'importance, même si ces fragments vont chercher des éléments de nos vies qui peuvent être du moins important au plus important, quoi. Oui, parce qu'il y a cette question aussi de se dire que ça peut s'envoler, et du coup une importance à garder ce qui tout d'un coup se passe pour pouvoir s'en souvenir. Et il y a cette question-là qui est présente aussi dans le spectacle de et si tout d'un coup on oublie, comment est-ce qu'on fait pour essayer de retrouver quand même quelque chose, refabriquer quelque chose, où se situe la mémoire et comment est-ce qu'on la fait ressurgir. Et du coup il y a cette question, enfin oui, en fait ça s'inscrit dans les corps, la mémoire orale, et donc dans la chair, et donc on est en train on fabrique ça ensemble, alors que ça paraît impalpable, en fait les choses se déposent physiquement, je pense. Alors, il y a pour ça un mot magnifique qui traverse, enfin, parmi, parce que dans les déformations de compréhension de ce monde, de notre 21e siècle, on a des expressions qui elles-mêmes parfois se déforment. Et il y a un mot qui en tout cas nous a marqué, hein, c'est apprendre par le cœur. Et apprendre par le cœur, c'est peut-être aussi là, c'est où se niche la mémoire. Je pense que vous le questionnez, ça peut-être où est-ce qu'elle se niche, cette mémoire, comment elle... Alors il y a aussi la mémoire qui est une provision pour l'hiver. Cette mémoire-là, comment elle habite, comment elle vient, quelle est la question finalement pour vous autour de cette mémoire qui va être peut-être sélective? Enfin, ça pose beaucoup de questions à notre monde contemporain, notre rapport à notre propre passé en fait est questionné par la pièce.
Est-ce que notre mémoire est sélective? Est-ce qu'on accepte de garder tout du passé? Est-ce qu'on supprime volontairement certains éléments et on se propose de ne pas s'en souvenir parce qu'ils ne sont pas adéquats, ils ne répondent plus à la mode du moment ou à la manière dont on les perçoit? Ou est-ce qu'on garde tout scrupuleusement? Vous voyez que derrière, il y a l'architecte du patrimoine qui parle. Hein. Il a la mémoire de l'architecte. Et c'est drôle, j'avais jamais trop pensé, mais là, ça fait 2 fois là, qu'on parle du cœur assez rapidement à propos du beau monde. Et c'est vrai que c'est assez central parce qu'on en parle pour l'apprentissage par le cœur, mais c'est aussi dès le début un fragment sur le temps qui passe, une façon de reconvoquer les secondes. On dit nous le temps est décomposé en 365 jours, enfin une année est décomposée en 365 jours, donc c'est un tour du soleil qui est décomposé en 24 heures, en 60 minutes, en 60 secondes. Mais si on perdait un jour l'horloge atomique, voilà, si on n'avait plus trop la mesure du temps, comment est-ce qu'on reviendrait à trouver une seconde? Et on s'est dit, peut-être c'est l'équivalent du temps qu'il y a entre 2 battements de cœur, à peu de choses près. Et ce cœur-là, en fait, c'est quelque chose en nous qui bat sans qu'on le contrôle. C'est quelque chose qui se rappelle à nous. Et c'est comme si c'était... Enfin, là, je viens de l'envisager un peu aussi comme un héritage qu'on a alors pour le coup, des premiers mammifères, enfin même pas mammifères, mais en fait les premiers êtres vivants avec des cœurs, quoi, avec un sang qui bat. C'est quelque chose qu'on a en nous qui nous rappelle à notre animalité, qu'on n'est pas capable de... Enfin, s'il y a des gens qui sont capables de les maîtriser, leur cœur, mais en tout cas, un peu comme, disons, c'est notre mémoire corporelle de ce qu'on a traversé, mais à l'échelle de l'humanité, de l'animalité, quoi. Voilà, je sais pas. Et précisément, parce que dans cette temporalité qui peut nous remonter, disons au temps ancien, on voit bien que ce qui se dégage, c'est que c'est un être humain qui est fait de chair, de sueur, d'émotions, que dans ce futur incertain, on a l'impression d'avoir plutôt un humanoïde qu'un être humain. Alors, dans votre idée de ce qu'est aujourd'hui l'être humain, quelle est la part justement de cette dimension de la chair? Alors, ça a été un petit peu évoqué, parce que c'est à la fois la chair personnelle, mais aussi une chair collective, un corps qui advient à travers tout votre travail. Et cette défense-là, est-ce que c'est pas le théâtre aussi qui va être aujourd'hui le lieu où peut s'entendre cette définition de l'homme? Oui, je pense que, en tout cas, on n'a pas voulu présupposer de ce qui existerait ou ce qui n'existerait pas vraiment, et de pas essayer de composer un monde futur en se disant ça va disparaître, ça n'existera plus. Mais en fait, effectivement, les choses se lisent en creux dans le spectacle, et effectivement, on arrive un peu à des êtres qui sans doute ont perdu donc des émotions, des choses. Et... La découverte de la larme, par exemple. Voilà, par exemple, ils ont perdu a priori les larmes. Et au fur et à mesure, ils vont essayer de la reconvoquer ou de la retrouver. Et effectivement, mais ça rejoint un peu la question aussi de la mémoire, et où se situe la mémoire, et où j'ai l'impression que quand les choses repassent physiquement, par un vrai essai, mais aussi de refaire des gestes qui provoquent ça, finalement, ça arrive. Et donc, en fait, ensemble, d'essayer de faire corps, et que physiquement, en fait, j'ai l'impression que tout passe par là, quoi, de remettre le corps en mouvement et de refaire des choses anciennes. Tout d'un coup, il y a vraiment des trucs qui rejaillissent d'un très très ancien temps, quoi. Oui, par exemple, il y a un fragment où on reconvoque un peu la fête, et ce que c'était que faire la fête. Et Arthur, il tourne sur lui-même, et en fait, par là arrive le rire. Et tout d'un coup, il y a, alors que, comme si ces êtres-là ne se souviennent pas concrètement de ce que c'était que faire la fête, tout d'un coup, parce qu'ils reproduisent ces mouvements-là, en fait, arrive l'émotion qui va avec le rire, et on revoit, pour ceux et celles qui regardent, en fait, vraiment, ça reconvoque une image qu'on connaît de la fête, et de l'ébriété, et du rire de ça, et donc, en fait, j'ai l'impression que les choses passent parce que physiquement,
on les reconvoque. On a l'impression que les acteurs se réhumanisent au fur et à mesure qu'ils convoquent ce passé-là, qui n'avait pas été convoqué depuis 60 ans, et que tout d'un coup, ils retrouvent une capacité même de jouer ensemble ou de travailler ensemble. Enfin, je ne sais pas si c'est Est-ce qu'il y a une dynamique et une progression au cours de la pièce, ou est-ce que c'est neutre, ce passage des fragments? Si, c'était vraiment l'idée, en fait, comme si cette mémoire parcellaire, dans la construction, on a essayé quand même de tisser en fait, des fils qui se déroulent un peu de fragment en fragment. Et ça nous semblait assez joli. En fait, c'est comme si la mémoire, elle fonctionnait. En fait. Et si effectivement, à force de faire les expériences que nous propose le rituel, on finit par vraiment ressentir ce que le rituel voulait qu'on ressente, quoi. Et donc, effectivement, ce qui nous a guidés là-dedans, la première intuition, ça a été le fait que Arthur et moi, on applique le baiser et que tout d'un coup, on réalise ce que ça pourrait être d'être attiré par quelqu'un, et que peut-être les gens qui interprètent ce rituel dans très longtemps sont effectivement troublés et en garde d'un trouble, d'abord assez léger, puis peut-être qu'ils redécouvrent en direct ce que c'est que l'attirance. Et effectivement, voilà, il y a tout un jeu, et ça tourne beaucoup autour des émotions, en fait, parce que je pense que c'est un thème important du spectacle, et tout un jeu où le fil se tisse, et c'est comme si effectivement on recomposait bribe par bribe une forme de vision du monde où moi j'ai l'impression qu'on comprend un peu mieux le 21e siècle. Nous, pas le public, mais nous, c'est comme si les gens qui interprètent ce truc comprenaient un peu mieux le 21e siècle à la fin qu'au début, quoi. Mais après, on s'est dit que c'est pas forcément triste, que peut-être il y a des émotions qui sont perdues, peut-être que voilà, il y a une forme de déshumanisation à un certain endroit, mais après, moi je me dis aussi que c'est possible qu'il y ait d'autres émotions que nous on peut pas entendre et comprendre au 21e siècle, mais que peut-être plus tard il y aura aussi d'autres formes de relations, d'autres formes de communication, et on peut pas présupposer que c'est forcément triste. Mais là, en fait, c'est quand même assez joyeux de re-questionner ce qui existe et ce qu'on a, et de se dire que si jamais on les perdait, comment est-ce que ça ferait de les retrouver. Mais j'ai l'impression qu'on n'est pas défaitiste pas forcément en tout cas, sur ce que ça peut, qui peut advenir. Et donc ce n'est pas tout à fait, vous ne vous situeriez pas dans un théâtre de résistance, quoi, de se dire devant une culture de l'intelligence artificielle, où déjà on évacue pas mal de choses, ou d'un être humain, on pense à la fin des particules élémentaires de Houellebecq, où il n'y a plus de souffrance, mais il n'y a plus d'amour non plus, en fait. Vous n'êtes pas dans une perspective aussi peut-être sombre sur cet avenir-là? Pas volontairement, je dirais, ou pas de manière affirmée. Et d'ailleurs, dans l'histoire de la création, à un moment, on s'est posé pour parler de quel monde on imaginait, assez tard. Et on s'est rendu compte qu'on imaginait chacun des mondes assez différents en jouant le spectacle. Et c'était tout le pari aussi de base de dire faire un spectacle de science-fiction, en fait, mais qui ne parle strictement que de son propre passé, qui n'évoque jamais le présent de ce temps, et qui du coup ne disent strictement rien, sauf en creux, du monde depuis lequel on parle. Et c'était vraiment le pari de l'écriture, quoi, et auquel on s'est plutôt tenu. Et moi, par exemple, j'imagine pas du tout un monde déshumanisé à titre personnel, quoi. J'ai un petit imaginaire un peu d'un retour à des chasseurs-cueilleurs dans la forêt, qui vivent peut-être plutôt nus, qui ont oublié l'agriculture, la propriété, et qui du coup ont un rapport aux émotions peut-être complètement différent, mais pas du tout déshumanisé. Enfin, c'est presque une utopie en fait, moi, que je me raconte. Mais je me rends compte qu'effectivement, même entre nous, on n'est pas du tout d'accord. Hein. Et ça me va très bien. Et je pense que même parmi les spectateurs ou spectatrices qui voient le spectacle, il peut y avoir des perceptions très différentes. Et je pense que c'est plutôt bien. En fait, ça laisse la place d'imaginer un monde futur avec quelques indices qui sont donnés en creux, mais qui sont pas non plus imposés, comme le disait Blanche. Ça se trouve, pleurer, ça se fait différemment. Ça se comprend pas pareil. Ça se trouve, c'est juste les interprètes qui n'arrivent pas à pleurer sur commande, parce que c'est quand même pas facile sur une scène, sur un plateau, de pleurer devant des gens quand on dit maintenant. Donc, en fait, c'est peut-être un petit peu plus complexe que ça. Et moi, je crois pas que ce soit des robots, mais pourquoi pas en même temps. Enfin, on sait pas.
Je pense qu'on ne pratique pas du tout un théâtre de résistance au sens où on pourrait l'entendre aujourd'hui. Et je sais que le Festival d'Avignon aussi est connu pour ses formes très engagées politiquement, subversives, ou qui portent un message très fort. Mais au début du travail, et même la manière dont tu l'envisageais au départ, Rémi, il y avait vraiment une forme de discours beaucoup plus catastrophiste peut-être, mais d'une certaine manière, on est tellement entouré et tellement percuté en permanence par ce catastrophisme que l'acte de résistance, j'ai l'impression qu'il se déplace, et qu'au théâtre, c'est quand même drôlement compliqué de parler de ces questions, de parler de notre monde, de parler de nos apocalypses en n'étant pas moralisateur, en n'étant pas didactique. Et à un moment, du coup, on a fait ce virage de se dire, mais tiens, est-ce que s'il y avait un geste de résistance, en tout cas à l'époque, ou à la morosité ambiante, à notre manque d'imaginaire, ou est-ce que ce ne serait pas justement d'essayer de se concentrer sur toutes les belles choses qui constituent aussi le monde, et de les faire grandir, et de les faire exister, et de le repartager, quoi. Il y a Calvino, un auteur qui écrit dans Les villes invisibles, tout à la fin du livre, il dit voilà, on est entouré par l'enfer que nous vivants on compose, et essayons de nous concentrer sur ce qui n'est pas l'enfer, et le faire durer, et lui faire de la place. Et c'est un peu ça, d'une certaine manière, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de faire de la place à de la beauté et à des imaginations en train de se fabriquer et de se partager. Et comment ce moment-là, en tout cas qu'on partage, il nous procure de la joie, et donc un regard autre sur notre monde. Et modestement, humblement, c'est peut-être un tout petit acte de résistance à la tristesse et à l'accablement qu'on pourrait ressentir face à nos existences et au monde qui nous entoure. Ouais, puis je crois que c'est un peu une ode à ce qui nous lie aussi. J'ai l'impression que c'est aussi plein de choses qui font du commun, et que parfois on oublie, et qui, dans la tristitude un peu des choses qui nous entourent et de l'individualisme à certains endroits, j'ai l'impression que ce qu'on a fait, c'est aussi de remettre à l'endroit des pratiques et des rituels, et donc ce qui fait tout d'un coup ensemble, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et dans les toutes petites choses, comme souhaiter le joyeux anniversaire, qui fait que c'est quelque chose qu'on partage quand même beaucoup, de juste chanter cette chanson, et que tout le monde le fait, et que ça symbolise le temps qui passe, et on souffle sur une bougie. Et c'est des petites choses qui, en fait, qui sont des rituels, et qu'on oublie, et qui font aussi commun. C'est en cela que c'est très joyeux, enfin c'est le beau monde, quoi. Il y a quelque chose de très joyeux tout de même sur le regard porté sur le 21e siècle, enfin sur ce qu'on vit aujourd'hui. Et juste sur les nouvelles technologies, je pense qu'on a essayé de faire des fragments sur les nouvelles technologies, mais on n'y arrive pas. On n'a pas réussi, on a tenté, on cite un peu Internet au début, mais on n'a pas trop réussi. Et je pense que ça tient à deux choses. D'une part, on est un peu des billes toutes les quatre, mais je pense qu'on n'est pas contre les nouvelles technologies en soi. Je pense, en tout cas, c'est pas un truc affirmé. Hein. Mais d'un autre côté, je pense aussi que ces nouvelles technologies, justement, de par leur nouveauté, elles n'ont peut-être pas suffisamment, elles nous ont pas suffisamment marqué dans les corps. On n'a pas suffisamment d'habitus, d'habitude à retransmettre, parce que pour l'instant, elles sont en création. Et peut-être que dans 50 ans, pour le coup, des gens pourront parler beaucoup plus facilement de ce que c'est qu'un smartphone ou un écran tactile. Mais que pour l'instant, nous, on est encore un peu frais là-dessus. En fait, on ne peut pas le transmettre, je crois. Enfin, on a du mal à écrire dessus. Il y a juste la référence un peu en chant grégorien ou en chant liturgique d'éteindre... Vos téléphones portables, passer en mode avion. Ah, Et il y a du voilà ce qui restera, hein, c'est quand même... mais ça, alors moi, ça me renvoie quand même sur la mémoire. C'est de nouveau l'architecte du patrimoine qui parle, mais ça m'a interpellé beaucoup sur la question. Alors c'est Victor Hugo qui questionne le temps et la manière dont ce qu'on conserve du passé disparaît. Alors il parle des monuments, mais il pourrait parler de ce qu'on conserve des éléments du passé. Et lui, il voit trois grandes choses qui font que ce passé se transforme, évolue, se modifie. Il parle du temps, effectivement, et c'est le premier auquel on pense, mais il dit finalement que le temps ne travaille qu'en surface. Il rouille,
il ébrèche les choses, mais sans les atteindre au cœur. Que la politique, ou les politiques, ou nos manières de vivre ensemble vont travailler les choses plus en profondeur encore, venir déchirer, parfois crever. Alors il parle des monuments qui vivent les révolutions, qui vivent les transformations de manière parfois plus dure que le temps lui-même. Et il dit, pour dernier élément, qui abîme et défigure et transforme, et cette fois, et peut même tuer, il parle de la mode. C'est-à-dire de la manière dont intellectuellement on va se saisir de tout ça. Et je trouve ça intéressant parce que dans le rituel, dans le rite qui nous est proposé, justement, on est obligé de recevoir le rituel lui-même. Donc j'ai l'impression que vous vous situez dans... Voilà, on reçoit ces fragments, mais on ne fait pas de tri, parce que si on commence à trier, alors là, on applique dessus la mode, nos conceptions, et donc on ne reçoit plus le passé. On le reçoit en tout cas que via le prisme ou le tri de ce qu'on en fait et de la manière dont on décide de l'aborder. Je trouve intéressant ces degrés-là. Alors, je ne sais pas si vous les aviez en tête, mais voilà, il y a le temps, effectivement, mais il n'y a pas que le temps, il y a la politique et la mode, qui peut être l'académisme. Victor Hugo, lui, c'est l'académisme qui vise quand il parle de la mode et qui dédaigne et déteste le gothique au début du 19e siècle. Mais ça pourrait être d'autres choses pour nous. Je crois que... je trouve ça vachement intéressant. Je crois qu'on a quand même essayé de faire un tri, en fait, un tri, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas des choix. Je pense que ça s'est apparu assez vite, en fait, que la mémoire, c'était une question de choix, et qu'il y avait à la fois pas prétendre porter la mémoire de ce dont on ne porte pas la mémoire, quoi. C'est-à-dire, on est quand même un échantillon pas tout à fait représentatif de la société et tout ça, donc on a essayé de faire quelque chose de très subjectif et assumé comme subjectif, sur en fait ce dont Blanche, Arthur, Simon, Rémi veulent se souvenir. Ça, c'était vachement important pour nous de ne pas faire un autre spectacle que celui qu'on se sentait légitime à faire, en fait. Et aussi, voilà, il y a cette question de la tendresse pour des moments, de se souvenir peut-être de ce qu'on trouve beau, etc. Et que finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi... on a essayé de flirter avec cette notion du choix, parce que l'envers de la mémoire, c'est l'oubli. Et en fait, pour se souvenir de certaines choses, il faut en oublier d'autres. C'est même comme ça que, paraît-il, le cerveau fonctionne. Et donc, en fait, choisir de se souvenir de choses, c'est condamner à l'oubli d'autres, quoi. Et donc, bon, ça apparaît à un moment dans le spectacle où il y a, moi, j'avais proposé ce fragment un peu plus polémique et d'une chose que je trouve pas spécialement belle, qui est la propriété, donc la propriété privée, l'idée qu'on pourrait ne plus du tout avoir cette notion-là. Et du coup, bref, d'une certaine manière, on intègre ce débat-là parce qu'en fait, c'est un débat que moi, à titre personnel, il n'est pas tranché dans ma tête, en fait, sur le statut de la mémoire, en fait. À quoi ça sert de se souvenir? Est-ce qu'il faut se souvenir? Est-ce qu'il y a cette notion de devoir de mémoire? Je pense que oui, à plein de moments, de dire, il faut se souvenir des événements tragiques pour ne pas les reproduire, et parfois en même temps, se souvenir de ce qu'on peut abhorrer le plus. C'est peut-être aussi une manière de le reproduire d'une certaine manière. Ou en tout cas, c'est peut-être une sorte de fatalité qu'on nous met sur les épaules de génération en génération. Et je pense que le spectacle flirte autour de ça. Enfin, il essaye de pas trop répondre à cette question, mais de la poser de la manière la plus délicate possible. Est-ce qu'on pourrait passer aux questions du public dans les dernières minutes qui nous restent? Alors, qui voudrait intervenir? Le plus difficile est toujours la première question. Ah, Simone. Bonjour et merci. Puisqu'il s'agit de fragments, je vais demander 3 petites choses, 3 fragments. D'abord une remarque. Grâce à vous, je viens de réfléchir sur l'expression « apprendre par cœur ». Dans mon grand âge, je ne me suis jamais posé cette question. Pourquoi on disait aux enfants « tu vas apprendre par cœur » cette récitation? Vous voyez, c'est très étonnant de dire finalement par cœur. Qu'est-ce que le cœur a à y voir? Le cœur, ça fonctionne tout à fait. Quel est le lien entre le cœur et la mémoire? Vous voyez, pour la première fois, je ne pourrais plus dire apprendre par cœur sans penser à vous. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que
vous parlez de mémoire, donc vous parlez de conserver. Moi, j'ai fait des études d'ethnologie sur le terrain et je me suis rendu compte combien le fait de conserver le passé était capital. Alors, on ne peut pas tout conserver, tout garder. Je ne sais pas si vous avez lu une nouvelle de Borges, Funès sous la mémoire, où un personnage est condamné à avoir une mémoire qui n'oublie rien. Alors, on entre dans une dystopie et dans une maladie, dans quelque chose de terrifiant. Faites confiance à Borges. Mais donc, la mémoire est sélective. Et en ethnologie, il est très important de conserver. Et je me rappelle, quand on allait en stage, combien on interrogeait les gens sur les souvenirs, dans toutes les enfin, religieux, politiques, sur les jeux, etc. Or, le terme, si vous réfléchissez, le terme de conservateur est souvent, sinon injurieux, du moins dépréciatif. Oh, c'est une famille catholique de 10 enfants, forcément des conservateurs. Vous savez ce que le terme de conservateur en politique peut avoir de négatif. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que dans la mémoire, dans le conservatoire, il y a des choses qu'on peut aborder de façon très différente en négatif et en positif. Tout garder dans la mémoire, lisez Borges, c'est impossible, c'est une maladie. Ne rien garder, c'est pas possible non plus. Alors il y a un équilibre à trouver et que les ethnologues assument, qui est de conserver du passé des choses essentielles pour qu'une transmission et des rituels puissent être connus longtemps après et apportent quelque chose. Ça, c'est la deuxième chose fragmentaire que je voulais dire. Et moi, par exemple, quand j'entends parler de conservatoire de musique ou de conservateur de musée, je penche évidemment du côté, avec ma petite valeur, toute petite valeur ethnologique, je penche du côté positif. Quand je suis en politique et que j'entends dire le parti conservateur a encore décidé de mettre des obstacles à la modernité, conservateur, vilain, méchant. Et donc, on est dans cette espèce de va-et-vient entre deux visions du conservé, du conservatisme, du conservatoire et de la mémoire. Et enfin, la vraie question, pardon, la voilà. Est-ce que vous pourriez nous dire s'il y a une forme narrative dans votre pièce, dans votre spectacle? C'est-à-dire que moi, est-ce que c'est simplement de la juxtaposition ? Elle parle, il parle, elle parle, etc. Et chacun vient à son tour faire un numéro qui, l'expression n'est pas du tout mauvaise pour le coup, prendre la parole, une succession de paroles juxtaposées, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui fédère l'ensemble, quelque chose de narratif, comme dans les contes? Vous voyez, on commence par « il était une fois », bien sûr, c'est pas comme ça chez vous, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui explique la situation ou qui est de l'ordre de la narration? Enfin, est-ce que je me fais comprendre? Ou bien c'est simplement une succession, une juxtaposition? Alors, il n'y a pas une narration à proprement parler d'une histoire, mais il y a des corps qui sont traversés par ces fragments, qui vivent une histoire et qu'on suit en tant que spectateur, en tant que spectatrice, quoi. C'est-à-dire que, effectivement, c'est un spectacle encyclopédique, c'est-à-dire il y a un ensemble de fragments mis à côté les uns des autres, et cet ensemble de fragments, il fabrique un ensemble d'histoires parce qu'il fabrique un ensemble de communs, et les interprètes, les récitantes et les récitants, comme on les appelle, ils traversent ces fragments, et donc ça leur fait quelque chose de traverser ces fragments, et il y a toute une histoire des émotions, de notre rapport aux émotions qui se tisse tout au long de cette traversée, quoi. Donc il y a une forme de narration qui n'est pas linéaire et qui n'est pas de l'ordre d'un début, d'un élément perturbateur et d'une fin et de personnages au sens propre du terme, mais il y a une narration qui s'opère. Et après, sur les autres remarques, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais c'est passionnant, en tout cas, ces questions-là. Rémi, je te laisse réagir si tu veux. Non, mais je voulais juste dire que ça m'a touché parce que
Je pense que ce que vous nommez là sur le premier fragment que vous avez proposé, apprendre par cœur, je pense que s'il y a, Blanche l'a nommé tout à l'heure, mais s'il y a une chose vraiment qu'on essaye de faire, c'est peut-être de provoquer ces petites épiphanies sur ces rituels non nommés, ou ces choses qui pourraient être étranges vues depuis une autre civilisation, mais que nous on considère comme naturelles. C'est peut-être juste ça en fait, c'est peut-être légèrement rendre étranger notre propre temps présent, et du coup peut-être lui redonner aussi toute sa grâce, parce que parfois c'est des très belles expressions mais qu'on n'entend plus, des très beaux rituels mais dont on se rend plus compte que c'est des rituels, ou des rituels atroces mais on se rend même pas compte qu'ils pourraient ne pas exister simplement. Enfin voilà, c'est peut-être juste ça en fait, le petit décalage qu'on propose, et c'est peut-être exactement ce que vous venez de nommer là, quoi. Juste par rapport au deuxième fragment, sur la conservation et sur conserver la mémoire et tout ça, j'ai l'impression que nous, ce qu'on cherche aussi à faire, c'est ne pas justement conserver dans une boîte pour ne plus l'ouvrir et que ce soit verrouillé. Comme moi, c'est un peu ce que j'entends parfois aussi dans le mot conservateur, un endroit où on veut conserver et ne plus jamais modifier cette chose-là, et que pour la garder bien serrée à un endroit. En fait, ce que je trouve beau, c'est aussi le mouvement de la mémoire et le mouvement des choses en général. Et du coup, quand on parle de conserver la mémoire, et ce qu'on fait dans le beau monde finalement, c'est essayer de se souvenir ensemble avec les accidents, avec justement le temps qui est passé, la politique qui est passée, enfin avec la mode, c'est un peu tout ça, et ne pas être fidèle particulièrement aux choses du 21e siècle, mais vraiment d'accepter que ça bouge et que la mémoire bouge, que la mémoire est une suite de choix et que les choses se transforment avec le temps aussi. Donc je trouve qu'il y a une différence en fait entre conserver, et donc c'est-à-dire mettre dans un bocal fermé pour ne plus y toucher, avec beaucoup de respect et de sacré, et le fait de garder vivant, et donc d'ouvrir le bocal pour le remettre entre nous et essayer de sculpter les choses ensemble. C'est ce qu'on appellerait la tradition en langage catholique. Une autre question? Oui, juste, non, c'est un commentaire, mais ça m'a brûlé la langue, la première remarque de madame qui entend par cœur une première fois. Il faut quand même dire que le festival va se terminer par la pièce de notre directeur Thiago Rodriguez, By Heart. Donc si madame ne la connaît pas, il faut absolument aller la voir, parce que je crois qu'elle est une poursuite ou un éclairage absolument fabuleux de tout ce qui vient d'être dit dans ce rapport à la mémoire et au cœur. C'est quand même cette pièce qui est presque à l'origine, j'ai l'impression, du fait qu'aujourd'hui c'est Thiago Rodriguez, notre nouveau directeur. Et puis alors, juste une deuxième chose, mais qui n'a peut-être pas forcément de lien. Au début, quand je vous entendais parler, je pensais aux années de Annie Ernaux, vu qu'on a beaucoup parlé d'elle cet hiver. Voilà, est-ce qu'il y a un rapport, une mémoire par rapport à son travail qui a été mis en forme radiophonique, c'est-à-dire scénographié? C'est je pense deux références moi qui me parlent beaucoup, mais notamment By Heart, parce que en fait, quand on a commencé la création le premier jour, j'ai proposé qu'on écoute ensemble la version radiophonique de By Heart, parce que je trouvais que c'était justement un spectacle sur la question de la mémoire et de la mémoire orale, et de quoi on veut se souvenir, etc., qui était assez exemplaire, et que j'avais beaucoup aimé. Donc, ouais, effectivement. Une dernière question? Allez, une dernière question. Oui, madame, là-haut. Si je me mets là. Bonjour, je m'appelle Sophie Maillot, je suis metteuse en scène, et j'ai créé un spectacle qui s'appelle Poussière, qui joue juste en face au Théâtre du Train Bleu. Et je suis très contente de vous écouter, parce que en fait, je suis animée par les mêmes questions que vous sur la trace qu'on laisse. Donc dans Poussière, on traverse une catastrophe, on s'inspire en fait de la catastrophe de Pompéi, et on va découvrir une marionnette qui va se reconstruire au fur et à mesure du spectacle, et on se pose la question aussi de la trace qu'on laisse, et qu'est-ce qui va devenir aussi après nous. Et donc voilà, je suis très curieuse d'aller voir votre proposition, et je vous invite à venir découvrir aussi la mienne, qui sera aussi peut-être un écho à vos recherches. Et je me demandais, moi, si vous
Si vous, dans le spectacle, vous transformez aussi ces fragments parce qu'ils traversent du coup ces âges, et est-ce que vous les gardez intacts comme vous les aviez, comme ils vous ont été transmis, ou est-ce qu'ils subissent des transformations au fur et à mesure des siècles, je ne sais pas sur quel temps ça se déroule. Voilà. Oui, effectivement, ils sont abîmés par le temps. Très abîmés ou très enrichis, mais effectivement, c'était aussi un peu ce qu'on trouvait joyeux ou intéressant, c'était aussi de revoir notre monde, mais avec les tout petits décalages. Par exemple, apprendre par cœur. Très certainement qu'au début, ils disaient apprendre par cœur, et puis au fur et à mesure, ils se sont mis à dire apprendre par le cœur. Et du coup, ça fait ce très léger décalage qui fait qu'on reconnaît très bien notre expression, mais tout à coup, elle résonne un peu étrangement, et donc on la regarde un peu différemment. Ou regarder dans les yeux, ou dedans les yeux. Tout à coup, ça fait qu'est-ce que ça veut dire regarder dans les yeux? Et le spectacle est truffé de choses comme ça. En fait, c'est notre monde, mais avec ce tout petit décalage de la distance. Alors des fois, il y a des choses qui sont franchement abîmées, et puis ça n'a plus rien à voir avec ce que ça pouvait être au départ. Comme la danse des canards, par exemple. Et puis des choses qui sont conservées quasi miraculeusement. On s'imagine ce miracle-là, de conserver par exemple l'histoire du petit poucet, qui est quasi intacte, pas tout à fait. Mais... Et c'est qu'aussi on est, je pense, influencé par le fait que à chaque fois qu'on raconte un souvenir, et ça c'est prouvé scientifiquement, on le modifie en fait. L'acte de mémoire modifie la mémoire. Et il y a une chose qui est intéressante par rapport à cette question de la conservation, c'est que quand on essaye de se souvenir, c'est le même espace dans le cerveau qui s'allume que quand on imagine donc quelque chose de fictif, et c'est la même zone qui s'allume quand on se projette dans le temps. Et donc, en fait, l'acte de conservation, c'est toujours un acte d'imagination et toujours un acte de projection. Et donc, un souvenir, comme nos fragments, on sent qu'ils sont à la fois une tentative de mémoire, mais que par la tentative de mémoire, il y a un acte aussi de création qui se fait au moment où il se donne, quoi. Donc, c'est des allers-retours en permanence entre notre moment présent, le passé, et cette projection d'un monde. Alors, on espère donc avoir des fragments du beau monde dans 60 ans, hein, toujours. Mais d'ici là, on vous invite à aller voir la pièce qui est à la collection Lambert. Voilà, dans la cour Montfaucon. Alors, c'est les 19, 20 et 21 juillet, donc ces jours prochains. Et c'est à 21h et, il faut être précis, 23h59 pour ne pas dire minuit. Et ça dure 1h15. Et évidemment, c'est à découvrir absolument.